Novert, Bonjour Jean-François Ray. vous êtes professeur émérite en sciences de l'éducation de l'Université de Lille, qu'on appelait il n'y a pas si longtemps Lille 3. Hein. Vous avez publié 5 tomes consacrés aux sciences pédagogiques de l'orientation et sous un titre plus général, S'orienter dans la vie. Hein. S'orienter dans la vie est-il une valeur suprême? Et c'est quand même un ouvrage, disons, encyclopédique sur la question. Et c'est à ce titre que nous allons nous entretenir autour de la notion de projet, qui dans les sciences de l'éducation est une notion cardinale, souvent explorée, mais en même temps, il faut voir les racines anthropologiques de la question du projet. Et en même temps, il faut bien avouer une certaine lassitude, voire une certaine ironie par rapport à la facilité avec laquelle on propose aux gens, à tous les âges de la vie, du premier au dernier quasiment, de rédiger un projet quand on entre à l'école, quand on entre quelque part où il faut, comme on dit aujourd'hui, être acteur de sa formation, de son activité, etc. Donc, il ne s'agit pas de faire du mauvais esprit, mais d'essayer d'éclairer cette notion de projet. Voilà. Alors, nous allons, si vous voulez bien, travailler autour de 3 questions que je vous poserai au fur et à mesure. Étant donné que moi, j'ai surtout étudié la notion de projet à travers la philosophie contemporaine, c'est un peu les 3 axes de notre entretien. Alors, pour le dire de manière très simple, il y a beaucoup de gens, notamment dans nos familles et dans les générations précédentes, à qui la notion moderne de projet aurait semblé bizarre. Je rappelle, pour mémoire, que dans l'école Jules Ferry, l'école de la Troisième République d'avant 1914 et après, le certificat d'études primaires, qui était le premier examen national, collectif, toute une classe d'âge, comportait un oral d'instruction civique dans lequel l'inspecteur de circonscription avait un manuel dans les mains, celui-là même que l'élève avait lu et appris par cœur sans doute à veille, et la question posée par l'inspecteur rituellement, c'était, à l'époque la France était 90% rurale, était quel est le premier devoir d'un fils d'agriculteur? Et la réponse était évidemment celle-ci, devenir agriculteur à mon tour. Alors, l'école était alors investie non pas d'une mission d'ascenseur social, ça viendra par la suite, mais surtout de reproduction de l'ordre social qu'on croyait définitif. Un deuxième cas d'école que la sociologie a beaucoup étudié et sur lequel on pourrait parler, ce sont les mariages arrangés. Donc il y en a dans certaines cultures, encore aujourd'hui, mais il y en a eu il n'y a pas si longtemps en France. Je sais que dans mon enfance rurale, un garçon voulait avant tout épouser ce qu'on appelait à l'époque une payse, c'est-à-dire une fille du village ou d'un autre village à côté. Bon. Alors, il y a aussi des mariages arrangés dans les grandes familles. Entre la famille Bouygues et les Simon Lafarge, il peut y avoir des mariages. Ce ne sont pas des mariages forcément basés sur le choix et l'amour, mais sur les intérêts économiques. Voilà. Francis, est-ce que vous pouvez réagir là-dessus Oui, alors peut-être sur le tout début de
de ton intervention sur pourquoi faire une œuvre, entre guillemets, encyclopédique sur la question de l'orientation et pourquoi faire de l'orientation une valeur suprême. Alors, il se fait que bon, ma formation initiale était une formation centrée sur les questions, on va dire, philosophiques et théologiques. Et en quelque sorte, s'est imposée à moi la nécessité de réfléchir sur la question du sens de la vie. Alors, une période de vie, disons, je l'ai abordée de manière religieuse, bon, la théorie de la vocation notamment. Et puis après, en pratiquant l'histoire de la philosophie, je me suis rendu compte que la notion d'orientation était une idée, mais qu'on ne pouvait pas véritablement séparer d'une idéologie, voire d'une science politique. Et parallèlement à ça, donc on va dire, au tout début des années 80, j'ai exercé le métier de conseiller d'orientation dans le système scolaire que tu viens d'évoquer à l'instant. J'ai pratiqué l'orientation. Alors à l'époque, dans les années 80, c'était encore la liaison CM2-6e, donc la fin de l'école primaire et l'entrée en 6e. Puis donc, sur l'ensemble du collège, avec un palier fin de 5e, fin de 3e. Puis j'ai travaillé en lycée quelques années. Et puis plus largement, j'ai travaillé à l'université, où j'ai dirigé un service universitaire d'orientation au début des années 2000, pendant près d'une dizaine d'années. Et enfin, c'était le dernier tiers de ma carrière, je me suis consacré à l'orientation des adultes. Alors, on dirait aujourd'hui tout au long de la vie. Alors, ce n'est pas tout à fait exact, parce que pour moi, tout au long de la vie, ça implique la seniorité, et voire même la fin de vie, avec la question de la dépendance, etc. Quand on dit tout au long de la vie, le sous-entendu, c'est tout au long de la vie, au sens formation continue et en relation avec la problématique du travail. Bon. Alors, pour en rester au concept, puisque notre ancrage est davantage philosophique, je rappellerai que la question de l'orientation et du projet ne tombe pas du ciel. Et que si on considère que nous réfléchissons dans le cadre d'une civilisation européenne, marquée notamment par le judéo-christianisme, eh bien, on peut dire que le premier paradigme, et là c'est une notion quand même philosophique essentielle, la première grande conception du monde, ce sont les arts divinatoires. Alors, dans le détail, il faudrait parler de l'oracle de Delphes, il faudrait parler aussi de la posture de Socrate, qui renvoie à la notion de gnotis et auton, le connais-toi toi-même, qui n'a pas uniquement une version psychologisante, et puis tout le domaine des superstitions et des inégalités de destin. Enfin bref, la première science, on peut dire, de l'orientation contemporaine des arts divinatoires, ce seraient les sciences occultes. Alors, je ne vais pas développer, simplement l'un des ouvrages de méthodologie les plus cités pour l'analyse de contenu en sciences de l'éducation, c'est l'ouvrage de Laurence Bardin intitulé Analyse de contenu. Et elle fait une analyse de contenu assez fine dans un chapitre sur les horoscopes. Et on peut dire que voilà, une trace lointaine de ces sciences occultes, c'est la pratique des horoscopes qui est disons, courante chez nos contemporains et qui devrait donner lieu à beaucoup de réflexions. Alors, le deuxième paradigme sur lequel je me suis étendu plus précisément, c'est le paradigme de la vocation qui est encore aujourd'hui très développé. Probablement que la philosophe la plus reconnue sur le domaine, c'est Judith Schlanger, qui est professeure de philosophie à l'Université de Jérusalem et qui a écrit il y a une vingtaine d'années un ouvrage intitulé tout simplement La vocation, qui a été réimprimé, réactualisé très récemment dans la collection Pocket. Et alors, elle a un abord tout à fait intéressant sur la question de la vocation en liant cette thématique avec le rapport au savoir. Et notamment, elle s'est intéressée à la question du 19e siècle, comment cette question de vocation, entre guillemets, s'est laïcisée, alors qu'au départ, on l'a trouvé exprimée notamment dans la Bible à travers la métaphore des dons et des talents. Alors, je montre que pour chacun des grands paradigmes que je vais évoquer très succinctement ce matin, évidemment, ces paradigmes nous semblent lointains, ils ne sont plus dominants, mais il y a toujours des traces. Pour les arts divinatoires, c'est la pratique des horoscopes, par exemple. Et pour la vocation, très souvent, quand on a affaire à quelqu'un de passionné, on dira, il a la vocation. Souvent, d'ailleurs, cette notion de vocation est plutôt liée à des métiers du prendre soin. Alors, le troisième paradigme, donc dans une conception généalogiste, évolutionniste que je développe, c'est le paradigme des aptitudes qui nous vient du 19e siècle, avec en France notamment la figure tout à fait intéressante sur le plan de l'éducation nouvelle qui est Alfred Binet,
où là, la question, c'est plus la question de Dieu qui, entre guillemets, oriente à travers la grâce, etc. C'est la question de la nature. C'est-à-dire qu'on va traiter l'intelligence comme une fonction naturelle et non plus comme un don de Dieu. Mieux que ça, on va en faire une science positiviste. C'est là qu'intervient la notion d'érudition. On va en faire une science positiviste à travers la fameuse question des tests mentaux et plus récemment du quotient intellectuel. Alors, de cette théorisation vraiment révolutionnaire de l'intelligence va naître un institut national d'orientation professionnelle en 1928 dans le cadre du CNAM, qui existe toujours avec des fonctions élargies aujourd'hui et qui poursuit cette tradition de la psychologie expérimentale et différentielle avec un courant positiviste autour de cette notion naturaliste des aptitudes. Puis à la fin on va dire du siècle dernier, au milieu du siècle dernier, apparaît une nouvelle science qui se détache franchement de manière polémique de la psychologie individuelle, qui est la sociologie. Et on peut dire que l'un des grands noms de cette sociologie des qualifications, qui nous ramène vraiment de près à la question de l'orientation professionnelle, c'est Pierre Naville qui l'a vraiment configuré à travers un ouvrage tout à fait fondamental qui est encore cité souvent aujourd'hui, c'est Théorie de l'orientation professionnelle en 1945, où là Pierre Naville examine de manière critique la psychologie des aptitudes en montrant que pour une part, c'est une mystification. Alors cette sociologie des qualifications, elle demeure vraie aujourd'hui, puisque derrière la question de l'orientation, et on va le voir, il y a la question pédagogique du projet, mais il y a surtout le rapport de l'individu au travail et des générations au marché du travail. Et là, Pierre Naville apporte un éclairage tout à fait important, et c'est l'un des fondateurs, avec Edgar Morin et d'autres, de la sociologie du travail qui a évolué aujourd'hui. Mais voilà, j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Naville et d'écrire un article sur sa biographie. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est, on va dire, à la fin du XXe siècle? Prenons le point de repère des années 80. Il se passe là une émergence tout à fait originale à travers une approche par les compétences, l'employabilité. Alors, ce qui est moteur de cette évolution, ce n'est pas des savants, ce n'est pas un courant de pensée comme la théorie des vocations qu'on trouve dans la Bible, à travers la sensibilité des différents christianismes. C'est en fait une mutation du patronat, hein, où le CNPF devient incarne la vie des entreprises. Donc là, il y a la question du pouvoir qui est un peu gommée, et qui nous enjoint, par l'éducation notamment, mais la formation aussi, de développer des compétences qui sont à la source d'un nouveau positionnement social, qui est en rupture avec effectivement l'inscription civique qu'on a évoquée tout à l'heure sur la Troisième République, et qui enjoint à chacun de devenir auto-entrepreneur de sa vie, de développer des compétences. Et on va dire que l'éducation nationale va s'adapter progressivement, alors ça ne va pas se faire tout de suite, mais va s'adapter progressivement à cette nouvelle philosophie, à ce nouveau rapport à l'employabilité. Et même, par exemple, à la maternelle, on peut voir maintenant des tentatives pour construire chez les jeunes enfants des compétences. Alors bien sûr, on ne situe pas ça dans un terme monétariste, mais il y a une logique, hein, il y a une logique qui se met en place. Donc moi, ce que j'essaye de montrer, c'est que on ne peut pas concevoir un rapport à l'orientation sans voir dans quelle société on se situe. Et pour la question contemporaine, la question d'orientation se pose à travers les mutations du capitalisme. Et là, il y a, à partir des années 70-80, une mutation du capitalisme qu'on appellera le nouvel esprit du capitalisme. Et là, bon, je pense à l'ouvrage de Boltanski et de Caporetto, mais il y en a d'autres qui ont centré cette idée que, effectivement, alors on ne raisonne plus en termes de classe sociale, au sens de Pierre Naville, hein, mais on se centre sur la thématique de l'individu. Alors, bien sûr, dans ce courant dominant, il y a des résistances. Hein, il s'impose, c'est une idéologie dominante, c'est clair que c'est une idéologie dominante, mais il y a des formes de résistance. Et l'une de ces résistances, dans le champ pédagogique en particulier, ce sont les tentatives pour imaginer, à travers la psychologie notamment, mais une psychopédagogie, de penser l'anthropologie du projet de vie. Alors, celui qui, en sciences de l'éducation, et là je termine, après c'est exposé un peu long, mais je pense que c'est important de fixer le cadre, celui qui a vraiment été le plus loin dans la question anthropologique du projet de vie,
c'est Jean-Pierre Boutinet, qui, voilà, dans les années 80, a écrit un ouvrage fondamental opus, tout simplement Anthropologie du projet, bon, et qui est une façon, en quelque sorte, de penser la dimension sens de la vie, hein, la dimension apprenante, mais dans toutes ses composantes, et qui est une tentative pour, dans le champ de l'école, tenter de résister à l'approche par les compétences et l'employabilité. Ah oui, Francis,